de représentation des nombres, on a Monsieur, des erreurs qui viennent des mesures qui ont été faites. Donc, on a plusieurs sources d'erreurs. Nous parlons de la première cause des erreurs, c'est la modélisation mathématique. monsieur, Monsieur, vous avez partagé votre écran. Je ne vois rien. C'est un petit problème, donc il te partage. Parce que, D'accord. s'il vous monsieur, plaît. monsieur, désolé, t'as raison, monsieur. أين نحضر Oui, Bien, ça a raison. je vais le partager. Monsieur, s'il vous plaît, vous m'entendez? Attendez une seconde. Parce que attendez une minute, je vais partager ce cours-là. Monsieur, s'il vous Ah, c'est là. plaît. Est-ce que vous voyez les cours maintenant? Oui, C'est bon? On a dit qu'on a trois. C'est un fichier PDF, donc bien. On a dit qu'on a trois origines d'erreur. D'où vient l'erreur? L'erreur vient. Oui? Monsieur, le lien, بزاف اللي ما وصلهمش le lien. Il y a une section A ou D. Oui. Donc, on a les d'accord. Section A et D. Je fais les بالحق لو مش toujours des idées dans la section A. Monsieur أنا وي ما لحقنيش وما كاين اللي ما لحقهمش بزاف راني يهضروا ما لحقهمش لو lien. تقدروا تبعتوها لهم. Donc نعاود نسي. Monsieur, normalement, battre les sections D, là, donc battre les sections A. C'est pas le A ou D. J'ai envoyé deux sections. monsieur, désolé, بزاف. Donc نعاود دقيقة s'il vous plaît une minute. Bien.
Ok. Bien. Alors, salam alaikum. حقنا اللي عندك. S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Non, monsieur. حقنا اللي عندك. Bien. Non, monsieur, pas encore. بعد par groupe. Donc, normalement, mettre la majorité. Mettez-le. C'est bon. C'est bon, voilà, on commence. Bien, on a dit, si on s'intéresse à faire des calculs, on a toujours des erreurs. Et on doit contrôler ces erreurs. Mais pour pouvoir les contrôler, on doit comprendre d'où viennent ces erreurs et c'est quoi l'erreur. Alors, si on parle des erreurs, on a plusieurs types d'erreurs. On a des erreurs de modélisation, les erreurs de représentation sur ordinateur et des erreurs de truncateur. Donc, dans ce chapitre-là, on va détailler dans ces trois points-là. Mais avant de commencer, on va détailler dans ces points-là, on doit définir c'est quoi l'erreur. On doit comprendre c'est quoi une erreur. Ça, c'est très important. Alors, pour vous, c'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur approximative. Monsieur, Le partage Oui. d'écran, s'il vous plaît. vous n'êtes pas en train de partager l'écran. À l'écran, on partage une fenêtre. Cool. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'on a trois sources principales de l'erreur. L'erreur de modélisation, les erreurs de présentation sur l'ordinateur et les erreurs de truncateur. Ce qui nous intéresse, plutôt, dans ce chapitre-là, on va essayer de détailler dans ces trois types d'erreurs. Mais avant de faire ça, je commence par parler de l'erreur elle-même. C'est quoi l'erreur? Alors, c'est quoi l'erreur, s'il vous plaît? Si on s'intéresse, l'erreur, pour moi, pour vous, c'est une différence entre ce qui est la valeur exacte et une valeur approximative. Donc ça, c'est l'erreur de calcul. La différence entre deux valeurs, la valeur exacte et la valeur approximative. Ça, c'est l'erreur. Donc, maintenant, ce qu'on appelle l'erreur absolue. C'est quoi l'erreur absolue? C'est la valeur, c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur approximative en valeur absolue. Donc, on va noter x, la valeur exacte, on va noter x étoile, la valeur approximative. On va définir l'erreur absolue comme la différence en valeur absolue entre la valeur exacte et la valeur approximative. Donc, c'est une notion que vous connaissez depuis des années. La deuxième notion qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'erreur relative. C'est quoi l'erreur relative? L'erreur relative, c'est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur exacte en valeur absolue. Donc, je répète, l'erreur relative est le rapport entre la valeur, entre l'erreur absolue et la valeur exacte. C'est bon? Là, en valeur absolue. J'ai oublié de mettre les deux,
C'est de droite, c'est mon droite. Là, Hana, c'est en valeur. C'est la valeur exacte ou la valeur approximative? Oui. X, fleur, les Non. تحت le quotient. La définition, ça, X, c'est la valeur exacte. X étoile, c'est la valeur approximative. D'accord. Donc, d'accord. Alors, si on va multiplier ce rapport-là par 100, on aura l'erreur relative en pourcentage. Mais ici, j'ai un petit problème. Si on a la valeur exacte, pourquoi on s'intéresse et on est toujours en train de parler d'une valeur approximative? C'est une question qu'on doit poser. On a avec la valeur exacte, pourquoi nous sommes en train de parler de la valeur approximative? En réalité, dans la plupart des cas, on n'a pas la valeur exacte. On n'a que la valeur approximative. Ce qui va nous poser un problème. Donc, si vous avez uniquement la valeur approximative, vous n'avez pas la valeur exacte, comment je peux parler de l'erreur? Parce qu'on ne connaît pas la valeur exacte. Bien. Dans cette situation, on parle d'une majoration de l'erreur et non pas de l'erreur exacte. Mais, comme une façon de parler, au lieu de dire la majoration de l'erreur, on dit toujours la valeur absolue de l'erreur. C'est quoi la majoration de l'erreur? Alors, supposons que vous êtes dans un TP. TP de physique, par exemple, ou un TP de mécanique. Vous avez un matériel de mesure. Alors, chaque matériel que vous utilisez donne une majoration de l'erreur qu'on va faire. Qu'il s'agisse d'un matériel, vous avez toujours que ce matériel, l'erreur est égale à. Bien, l'erreur absolue est inférieure à telle valeur. Ça, on va le considérer comme une majoration d'erreur. Par exemple, si vous utilisez une règle de 20 cm, l'erreur ne peut jamais dépasser 1 millimètre. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Donc, j'utilise cette règle. Si cette règle est bien décrite, alors si je l'utilise pour faire des mesures, mon erreur ne doit jamais dépasser 1 millimètre. Bien. Monsieur, Oui? vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Je n'ai pas bien entendu. Ah. Bien, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si je suis en train de faire bien. Où est-ce que tu comprends? Autrement, si je suis en train de faire des mesures. Bon, les formules qu'on a définies concernant l'erreur absolue ou bien l'erreur relative, nous sommes en train de parler d'une erreur absolue, d'une valeur exacte et d'une valeur approximative. La question qu'on va poser, si on a une valeur exacte, pourquoi on s'intéresse à des valeurs approximatives? La réponse, qu'en réalité, dans la plupart des cas, on n'a pas les valeurs exactes. On n'a que la valeur approximative. Donc, vous allez me poser la question, intégrer la valeur approximative, qu'est-ce que je l'erreur? On a une façon, en général, on a des techniques pour majorer l'erreur. Ou bien pour majorer l'erreur absolue. Par exemple, si vous êtes en train de faire des mesures, quel que soit le matériel que vous utilisez, ce matériel définit l'erreur maximale que vous pouvez avoir. Par exemple, si j'utilise la règle de 20 cm, la règle de comme ça, c'est 20 cm. Vous êtes en train de l'utiliser pour prendre des mesures. Les mesures, si on va faire des mesures avec cette règle, normalement, l'erreur ne dépasse pas 1 mm par exemple. Par contre, si vous utilisez, je ne sais pas, un matériel qui vous permet de mesurer avec des microns, l'erreur ne dépasse pas peut-être 10 puissance 6 ou bien 10 puissance 9 mètres. Donc, c'est selon le matériel que vous utilisez. Et à partir de ce matériel-là, on va définir le delta X. On va dire que le delta X est une majoration de l'erreur absolue. Bien. Et la valeur exacte, c'est on va majorer l'erreur absolue par delta X. Donc, je peux dire que la valeur exacte X est comprise, donc elle est inférieure ou égale à X étoile plus delta X, et elle est supérieure à X étoile moins delta X. N'oubliez pas que X étoile, c'est la valeur approximative. Ou bien on dit que X, c'est X étoile plus ou moins delta X. Bien. Maintenant, on va poser une autre question. La même chose ici. Désolé, monsieur. Oui.
دلتا اكس هذايا سي اكس هذاك سي ريال ولا زعما لو جوست ولا لي ابروكسيماتيف. Regardez, la définition originale, la définition plus lourde, la définition qui va changer, le mot delta x, c'est la différence en valeur absolue entre la valeur exacte et la valeur approximative. C'est le delta x. Oui ou non? Oui. Mais après, on remarque qu'il y a un problème. En général, on n'a pas la valeur de x. Vous êtes d'accord? On a uniquement la valeur de x étoile. Oui. D'accord, là, c'est cette erreur. Cette erreur, on suppose que cette erreur, c'est une erreur de mesure. C'est à cause des matériels que nous sommes en train d'utiliser. Regarde. Si j'utilise un matériel, on a quel que soit le matériel que nous sommes en train d'utiliser, un delta x, l'erreur maximale. Oui ou non? Donc, le deuxième delta x, le premier delta x, c'est la différence entre l'erreur exacte et la valeur exacte et la valeur approximative. Le delta x, la deuxième notation de delta x, on a écrit de la même façon, mais ici, il représente la majoration de l'erreur exacte. C'est la même notation, mais ça, c'est une majoration. Le delta x, le matériel ou si nous sommes en train d'utiliser une méthode numérique, on peut le calculer. Tu es d'accord? Avec le delta x, il est donné. Oui. Delta x, il est donné. Elle est donnée. Avec l'appareil. L'appareil par exemple. Ou là, la méthode numérique qu'on va utiliser. Alors. Oui. Bien, on va voir un exemple ici, un petit exemple. Pour comparer, bon, avant de parler de l'exemple, j'aimerais bien poser la question suivante. Quelle est la plus importante? C'est le delta x ou bien l'erreur relative? À votre avis, quelle est la plus importante? L'erreur. L'erreur, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Delta X. S'il vous plaît, très bien. الشات تاعكم عادة في لابارتي تاع الشات ما تكتبوا والو. Si vous avez des questions, اكتبوهم سيغو ما تكتبوا والو. هكذا باسكو الخدمة اللي نخدمو فيها ترونجيسترا. دونك هذا السيت هذا اللي نخدمو به نورمال سي ان سيت بروفيسيونيل ماهوش تاع البزرة. الوغ سيل فو بلاي ما تبعتوش لي ميساج بين بعضكم البعض. باسكو انا كاين نقرا شنو تبعتو. الوغ سيل فو بلاي ايفيتي. أنا نشوف واش نتبع لكم شيخ واش حابين نسقسيك هذا احنا قريناه الاو البي لا البي قراوه الكور هذا انا بعث لك دي دوك انا بيت ما نقراش معاكم انت قريت ولا ما قريتش القريه فاتت والله ما لا بالي الشيخ اذا قراوه قريت واذا ما قراوش ما قريتوش انا بعث بالاربعه اللي فاتت لا سيونس ديفينيسيون الاربعه هكذا اليوم بعث s'il vous plaît. Donc, on va passer par deux sections. Par B ou D. C'est ça? Normalement, le monde A ou C. Le monde A ou D? Oui, A ou D. A ou D. Là, on va passer par le B ou le C. يعطيك الصحة الشيخ. عاملة مزيان صح أخويا. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, j'ai pas de l'image sur cette connexion TAE. Est-ce que c'est possible après la séance, tu m'envoies l'enregistrement? Dans tous les cas, donc l'enregistrement, on va récupérer des fichiers qui ont été enregistrés, on va le meilleur entre les deux séances, ou trade, et je vous l'envoie. D'accord, Inch'Allah. ماشي تقدر تبعثونا في كلاس روم. وي؟ تقدر تبعثونا في كلاس روم لونغيستريمون. نسي إن شاء الله. هاي. Bien. Moi, le point suivant. Donc, on a déposé la question, quelle est le plus important? C'est le delta X ou bien l'erreur relative? Parmi vous, il y a des étudiants qui m'ont dit l'erreur relative. Bien, delta X. Oui, concernant le PDF, je vais comme ça. Petite conversation, c'est bien. Bien, moi je crois que quelle est la plus importante? Pour dire quelle est la plus importante, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
C'est selon l'utilisateur pour qu'on l'importance de l'erreur relative et delta X. Ici, j'ai un petit exemple. Voilà. J'ai un petit exemple concernant l'utilité de l'erreur relative. Alors, c'est quoi cet exemple? L'exemple est très simple. Regarde, on a un chronomètre. J'utilise un chronomètre. L'erreur absolue, delta X, dans cette autre situation, c'est 0,1 seconde. C'est quoi l'erreur relative? C'est 0,1 seconde. Alors, que pensez-vous de cette erreur? Est-ce qu'elle est importante ou bien non? Non. Bien. On va voir. On va utiliser le chronomètre pour faire deux mesures. Donc, la première des choses, on va l'utiliser dans un marathon. Donc, marathon, c'est la course de 45 km, 44 km, c'est ça. Et on va l'utiliser dans une course de 100 mètres. Alors, si on va l'utiliser dans une marathon, on va calculer l'erreur relative. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le marathon, donc on suppose que la durée du marathon est d'environ 2h20 minutes. Si je calcule maintenant l'erreur relative, on trouve qu'elle est égale à ça, à cette quantité. Donc 0,4019. Par contre, si on va ici de calculer l'erreur relative pour la course de 100 mètres, on va supposer que cette course ne dépasse jamais 10 secondes. Alors, si on va calculer ça, on trouve 1%. Alors, la première remarque. L'erreur relative. Ça dépend de l'échelle. Ça dépend de l'échelle à laquelle on a. Ça dépend de l'échelle à laquelle on a. Donc, la question remarque. Concernant donc, l'erreur relative me permet de donner, d'indiquer l'intérêt de l'erreur. L'erreur relative, donc, l'erreur absolue, la valeur exacte de l'erreur. Par contre, l'erreur relative me donne l'importance de l'erreur. Alors, vous remarquez ici que cette erreur n'est pas importante. 0,1 seconde n'est pas important pour un marathon qui dure 2h20. Par contre, elle est très importante pour une course de 100 mètres, parce qu'elle représente 1% de la durée. Pour la course de 100 mètres, peut-être que le premier, il va rentrer à 9 secondes 58, le dernier à 9 secondes 68. Donc, on voit l'importance. On n'arrive même pas à faire la différence avec ce chronomètre entre le premier et le dernier. Donc, l'erreur absolue nous permet d'avoir la valeur exacte de l'erreur. L'erreur relative nous permet d'avoir une idée sur l'importance de l'erreur. Bien. Maintenant, on va passer à une autre notion qui est ce qu'on appelle les chiffres significatifs. La notion de chiffre significatif. Alors, que dit la définition? C'est l'erreur absolue vérifiée que delta x est inférieur ou égal à 0,5 fois 10 puissance 1, alors le chiffre correspond à la ième puissance de 10 et d significatif. Et tous les chiffres qui sont à gauche sont aussi significatifs. Je répète la définition. C'est l'erreur absolue vérifiée delta x inférieur ou égal à 0,5 fois 10 puissance 1, alors le chiffre correspond à la ième puissance de 10 et d significatif. Et toutes ceux à sa gauche correspondent aux puissances de 10 supérieures à 1, ils sont aussi. Bien. Je prends un exemple de base. Alors, vous connaissez tous la valeur de P. Oui ou non? Vous connaissez tout le monde le P. Alors, une approximation de P, c'est 22 sur 7. Donc, l'approximation de P, l'approximation très connue de P, c'est 22 sur 7. Alors, attendez une minute. Voilà. Arrêtez la présentation. On va activer la caméra. Vous voulez? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Tableau. Oui. Oui, oui, Bien.
Alors, si je reprends l'exemple de P. Regardez. P, la valeur la plus grande, on peut donner une approximation de 22 sur 7. Donc, c'est l'une des approximations les plus connues de P. 22 sur 7, si on va essayer d'écrire sur la forme du nombre décimal, 3, 14, 28, 55. Monsieur, l'écriture de live tableau ماهيش تبان. C'est moi je pense bien l'écriture. ما صغيرة بزاف ما تبانش كامل. انا بعيد على الطابلو بعيد على اللوندروا هكذا شوفوا ما تبانش تاني. وانا كان يتبان. الفاتر مسيو الفاتر ماشي. الباقي يبان هكذا مسيو جيب طابلو لهنا. هكذا خير خير من والو. او باش نخدموا به بزاف اليوم ما يهمش اون سيت فوالا سي on a dit 3 14 28 55. Bien sûr, cette valeur n'est pas égale à P. Si je fais P, maintenant calculer l'erreur absolue, alors, comme vous savez bien, le P c'est un nombre qui fâche rationnel et irrationnel. Le P rationnel et irrationnel. Irrationnel. Irrationnel, je ne veux pas écrire sur la forme d'une fraction. Irrationnel, je ne veux pas l'écrire d'une façon sur la forme d'une fraction. Bien, si je calcule l'erreur ici, on trouve que l'erreur est quelque chose comme 0,00126. Vous êtes d'accord? Bien, allez à l'erreur delta x. Maintenant, je me viens parler de la notion des chiffres significatifs dans cette écriture. Moi, je voulais que je fais l'erreur carrée, je fais on compare pas, donc 0, 0. Donc, je compare. Donc, 0,5 est supérieur à cette quantité. Bien. Donc, j'avance. C'est un 0. Et toujours supérieur à celle-ci. Oui. C'est bon. Vous êtes un 0. Elle est supérieure à cette quantité. Oui. J'ajoute un 0. Donc, il est inférieur à ça. Oui ou non? Donc, je vais mettre 0 carré. Et on va dire que le delta x est inférieur à 0,005. Regarde. Donc, je peux écrire 0,5 fois 10 puissance moins 2. Le moins de taille, le 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? À partir de la case de 10 puissance moins 2, bien sûr, le 3, la case terre, on va 10 puissance 0. C'est 10 puissance 1. Moins 1. Celui-ci, c'est 10 puissance moins 2. Donc, à partir de cette case, on a des chiffres significatifs. Donc, le 4, c'est un chiffre significatif. Le 1, c'est un chiffre significatif. Le 3, c'est un chiffre significatif. Par contre, ces chiffres-là ne sont pas significatifs. C'est bon pour le premier exemple? Je veux passer à un deuxième? Monsieur, je ne vois pas très bien et j'arrive pas à suivre. Alors, on va voir un deuxième exemple. Pour comprendre la notion de chiffres significatifs, si l'erreur absolue vérifiée delta x inférieure à 0,5 fois 10 puissance 1, alors le chiffre correspond à la ième puissance de 10 et d significatif. Et toutes ceux à sa gauche correspondent aux puissances de 10 supérieures à 1. Le 100 aussi. Alors, on a déjà un exemple là. Et le deuxième point. مسيرة تقدر تزيد تقرب شوية الطابلو. Oui. تقدر تزيد تقرب شوية الطابلو. ما بديش الكاميرا اسكو يخرج فيها ولا ما يخرجش ماشي نشوف كيفاش. طيب بيان بيان. كيفاش تبان هنا؟
Bien, هنا نشوف مشكل في الطاولة. Bien, regarde. Je répète. Sinon, j'ai une idée. On va vite. Bien, parmi les approximations de P les plus connues, c'est 22 sur 7. Quand il y a un fois, peut-être 13 siècles, quand je trace 23 siècles. Bien, si on calcule, donc ça c'est 3,14, 28, 57. Alors, maintenant, je m'intéresse à calculer l'erreur. Si on va calculer l'erreur, donc P moins 22 sur 7, je trouve 0,20126. C'est ça. Voici l'erreur terme, voici ce qu'on appelle l'erreur absolue, delta x. J'aimerais bien majorer cette erreur par une écriture de la façon suivante. 0,5 fois 10 puissance 1. Ça intéresse à majorer l'erreur de cette par une écriture comme celle-ci. Alors, je vais comparer. Donc, on va comparer à 0,5. 0,5 est supérieur à l'erreur. Bien, nous avons commençons à ajouter des zéros. Le 0,05 est toujours supérieur à l'erreur. 0,5 est toujours supérieur à l'erreur. On avance, voilà, un troisième zéro. Donc, cette quantité est inférieure à l'erreur. Vous êtes d'accord? Donc, moi, je dis que nous avons 5, mais on a le dernier zéro, les étoiles. Donc, ça, je peux écrire 0,5 fois 10 puissance moins 2. Donc, on a majoré l'erreur par 0,5 fois 10 moins 2. Monsieur, dis-moi majoré ou 0,5 fois 10 puissance moins 1 jour. 0,5 fois 10 puissance moins quelque chose. Je dois toujours majorer de cette façon, 0,5 fois 10 puissance moins 2. Mais je cherche le plus petit des majorants, que je peux le créer de cette façon. Donc, je cherche le plus petit des majorants, donc qu'on peut le créer de cette façon. Parce que maintenant, il y a 0,5, c'est un majorant, il est supérieur à l'erreur. Mais je peux avoir 0,05, oui, il est supérieur à l'erreur. 0,005 est supérieur à l'erreur. Si je divise par une autre fois par 10, ça devient inférieur à l'erreur. Donc, on a les lots et j'obtiens mon majorant. C'est le plus grand, c'est le plus petit des majorants qui peut s'écrire sur cette forme-là. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va. Oui. Il vient d'où 0,005? C'était 0,00125. Non, il vient d'où 0,005? D'où vient? Donc, je suis en train de regarder. Je dois lire la définition une autre fois. On a la définition. Une fenêtre. D'accord. Bien, la définition terme. Moi, je trouve, c'est l'erreur absolue, vérifier delta x inférieur ou égal à 0,5 fois 10 puissance 1, alors le chiffre correspondant à la IN puissance de 10 est désignificatif. Donc, je dois majorer l'erreur par une écriture de cette forme-là. Alors, tu es d'accord? C'est le dernier qui m'a posé la question. En fait, je ne sais pas. J'ai aucune idée, en fait. Ça, c'est une définition. Définition d'une notion, ce qu'on appelle les chiffres significatifs. C'est une définition qu'on essaie de l'expliquer. Donc, si je dois majorer l'erreur de cette façon, pour dire que tous les chiffres de puissance, donc que le chiffre correspond à la IN puissance de 10 est des significatifs. Et tous les chiffres qui sont à gauche. Alors, comment j'ai pu faire? Mais je dois le 0,5 qui a 10 puissance 1, moi je l'ai. Je dis, هاي اللي تطلع x تاعي. هذه هي l'erreur تاعي. Alors, je dois majorer par quelque chose qui s'écrit sur la forme de 0,5 fois 10 puissance. Voilà, elle est inférieure
À 0,5, oui ou non? Bien. Z الحبر. Elle est inférieure à 0,05. Oui. Je dois chercher le plus petit des majeurs. Elle est inférieure à 0,05. Oui. C'est chaque fois, j'arrive maintenant à ce chiffre. Je trouve non, elle n'est pas inférieure à cette quantité, elle est supérieure à D. Donc, l'erreur là, elle est bien à la liège, c'est là. Donc, je vais de cette façon. Voici le majeur que je suis en train de chercher. Et ce majeur-là s'écrit de la façon 0,5 fois 10 puissance moins 2. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je passe à la valeur approximative de P. Je cherche la case qui correspond à 10 puissance moins 2. Donc, ça, donc le 3 correspond à 10 puissance 0. Celui-là, vous voulez tableau, je voulais. أنا نشوف Plus ou moins, oui. Parce que tu as la représentation des après. ما اش كاع خرجتني بلا وداير. Ouais, أنا نشوفه. Ah, c'est très grave. Parce que je ne suis pas en train de présenter. Bien. Monsieur. Oui. Monsieur, je peux vous poser. Est-ce que vous avez nous envoyé le cours en PDF? Donc, il connaît tout. Qui travaille en séance, il connaît tout. Ah, d'accord, merci. Ah. Donc, vous avez cette valeur, 3,142857. Le 1 correspond à la puissance, donc 10 puissance 1. Le 4 à 10 puissance. Le 1 c'est 10 puissance moins 1 et le 4 à 10 puissance moins 1. Donc, 4 correspond. Donc, la puissance à la case de 4 correspond à 10 puissance moins 2. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tous ces chiffres-là, donc à partir de 4, sont des chiffres significatifs. T'as fait? Concernant l'ensemble des chiffres significatifs. Maintenant, on va voir un autre exemple, toujours avec un nombre P. Donc, on va prendre l'approximation par 2,27. Oui. بون جي كومبري واش رانا نديرو ماشي بصح ما فهمتش شنو علاش رانا نديرو هكذا. علاش كدير هكذا؟ وي. Bien, qu'est-ce qu'on a dit? في الكور تاعنا هذا dans ce module-là, donc on va développer des algorithmes qui nous permettent de résoudre certains problèmes mathématiques. لكن تاعنا يعرفون. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce module? Bien. Chaque fois on travaille avec des algorithmes pour résoudre des problèmes, on a des erreurs. Donc, je dois comprendre avant tout la notion d'erreur. Vous comprenez c'est quoi l'erreur? Et les différentes notions qui sont liées avec l'erreur. La notion d'erreur. Donc, je vais maintenant l'autre exemple qui est donc, toujours avec P, mais avec une autre approximation. Je prends maintenant l'approximation, cette approximation, 14 700. Et on va l'approximer par 3,1416. Si on calcule l'erreur maintenant, on trouve que l'erreur, c'est quelque chose de 10 puissance moins 5. Alors, l'erreur تاعها هذه هي. Bien, هذا valeur نقدر نكتبها 0,1 2 3 4 5 73. Je dois le majorer par quelque chose qui s'écrit à la forme 0,5 fois 10 puissance. Alors, je peux faire 0,5, c'est bon, 25. Chaque fois, je divise par 2. Alors, en réalité, je divisais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette valeur? Bon, cher Adé, elle est inférieure à ça. Donc, je dois faire celle-ci. Il y a 4 zéros. On va garder ici. Et cette quantité, je peux l'écrire 0,5 fois 10 puissance moins 4. Je cherche la case de 10 puissance moins 4. Donc, ça, c'est 10 puissance 1. 10 puissance moins. Allez, c'est 10 puissance 0. Allez, c'est 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 3. Et 10 puissance moins 4. Donc,
Parce que moins 6 correspond à 10 puissance moins 4, on va dire que 6 est un chiffre significatif. Donc, même chose pour le 1, le 4 et le 1. Donc, tous ces chiffres-là sont des chiffres significatifs. Peut-être, si vous avez une calculatrice devant vous, vous allez faire le calcul, vous remarquez que la valeur de P en P, c'est 1, 4, 1, puis vous avez 5, puis vous avez 9. Donc, malgré que 6 est différent de la valeur exacte qui est 5, on le considère comme un chiffre significatif. Bien? Monsieur, Oui. pourquoi avoir choisi 5 Donne 0,5. Pourquoi 5 À l'âge? Pourquoi on a choisi 0,5 Parce que c'est une définition, c'est pas moi qui ai fait la définition. c'est dans la définition. S'il vous plaît, je suis contre la المتوسط وكنت تديروا التدوير. Vous vous rappelez? Approximation. Qui compte les chiffres صغير على 5 واش ديروا له؟ ما كناش نبدلوا زعما كنا ما نبدلوا تبدلش وكي يكون كبر على 5 نزيدوا واحد اللي قبله. سي لا ميم ايدي سي لا ميم ايدي متفقوا واش كنتوا ديروا هكذاك؟ Non, c'est la même idée, نفس الفكرة. C'est pour ça qu'on compare avec 0,5 fois 10 puissance quelque chose. متفق معايا؟ فهمت. Bien. Maintenant, on va commencer à parler des erreurs, de l'origine d'erreur. On a dit tout à fait au début du cours qu'on a 3 types. L'origine a 3 origines médiane des erreurs. L'erreur vient de la modélisation, la représentation sur l'ordinateur et les erreurs de Trencaster. On va commencer à parler de l'erreur de modélisation. Donc, avant de parler de cette erreur, c'est quoi la modélisation? Posez la question suivante. C'est quoi la modélisation? Alors, dites-moi, c'est quoi la modélisation? La modélisation, c'est un mot, c'est une technique que vous êtes en train d'utiliser depuis votre enfance. Vous l'avez appelé en CM, je pense, mais en primaire, vous l'avez appelé Taryid Mas'ala. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, c'est transformer un problème réel, mais exprimer un problème réel sous forme d'équation. C'est ça ce qu'on appelle la modélisation. C'est l'étape la plus importante en science. Parce que si on fait des bons modèles, on peut le résoudre, on peut le contrôler, le phénomène. Après. Donc, si on fait une modélisation, malheureusement, si on fait une modélisation, quelle que soit la modélisation qu'on va faire, la modélisation en général, elle n'est pas fiable. Elle ne correspond pas 100% à la réalité. La modélisation ne correspond jamais 100% à la réalité. C'est pour ça qu'on a deux problèmes. Pour essayer de traiter ce phénomène-là, on va parler d'un exemple qui est très simple. C'est l'exemple de pendule. Donc, c'est l'exemple que l'avait étudié depuis le lycée. C'est quoi un pendule? Alors, c'est quoi le pendule? Pendule, vous voyez, vous avez ici fixé, vous avez une poudre et une boule ici. Non? Donc, alors, ça. Vous avez ici une longue tête. Ça, c'est un pendule. Donc, crête et poudre avec une boule. Vous allez le déplacer, vous allez le laisser. Il va commencer à se déplacer jusqu'à avoir ici une autre fois tête. Donc, tu décales ça avec toi depuis le C1. Vous avez déjà étudié au lycée un modèle concernant le pendule. Mais est-ce que le modèle que vous avez étudié au lycée était correct? C'est très tôt, je m'excuse. Je ne peux pas faire mieux que ça. Bien. Est-ce que le modèle que vous avez étudié au lycée était correct? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parler de la modélisation de ce phénomène-là. Bien. Alors, le problème de pendule est connu depuis très longtemps. Une masse M est suspendue à une corde de longueur L. Où temps t est égal à 0, on suppose que l'angle θ de 0, ce qu'on appelle ici θ0, c'est cet angle-là.
c'est l'angle qui existe à l'instant 0. Entre la courbe et le vertical et θ 0. Regardez, si on écrit comme ça, θ entre parenthèses 0, ça veut dire θ. Alors, si on écrit θ entre parenthèses t, ça signifie que θ à l'instant t. On a θ à l'instant t est égal à 0. Si on écrit ça, c'est θ 0, on correspond dans la même chose. Et que sa vitesse angulaire, c'est θ' 0, mais ce qu'on note θ' de 0. Les forces en présence sont la gravité, agissant sur la masse et la courbe, d'une part, la friction de l'air agissant sur tous les systèmes. Donc, on a deux forces qui sont la gravité et la friction. La friction maintenant, je maintiens la friction? Bien. On a la gravité, bien. De l'air agissant sur tout le système. D'autre part, suivant la deuxième loi de Newton, la force de l'accélération tangentielle est égale à m, donc la masse, fois la longueur de la courbe, fois θ de prime, de t, donc θ, est équilibrée par la composante tangentielle de l'accélération gravitationnelle, mg sinus θ de t, et par la force de flexion grand F de F, qui supposons au mouvement, on a alors, donc voici la modélisation de mon phénomène. Vous voyez bien que cette modélisation est un peu différente par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire au CM. Terminal, c'est ça. Vous l'avez en terminal. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a obtenu une équation différentielle d'ordre 2. Est-ce que vous pouvez résoudre cette équation? Est-ce que vous avez étudié une façon pour résoudre cette équation? Allez, كيفاش تحلوها؟ Non. Équation différentielle. L'équation se centre, mais cette équation, هذه elle-même, que sont en train de voir. Est-ce que vous avez l'habitude de l'utiliser? Non. Cette équation qui est ici, vous ne pouvez pas le résoudre. Approximation. Cette équation, vous ne pouvez pas d'une manière analytique. Vous ne pouvez pas avoir une solution analytique. Mais nous devons déplacer un terme vers un autre, d'autres fonctions pour le résoudre. Mais avant, les choses sont plus compliquées que ça, en tous les cas. Regardez, concernant cette force-là, la force de fraction, comment on va calculer? Malheureusement, pour déterminer cette force de fraction, alors pour connaître comment se comporte la force de fraction grand F, en fonction de l'angle θ, il faut recourir à des mesures expérimentales. Donc on va faire des mesures pour avoir une idée sur la force F, qui démontre que la friction est un peu... Donc, qui démontre que est proportionnelle à la vitesse L de θt. Je m'attends, elle est proportionnelle à la vitesse de L θt, donc elle varie en fonction de la vitesse. Donc, L fois θt. L, c'est la longueur et θ, c'est la position. Donc, avec un coefficient de proportionnalité CF. Donc, c'est un نسب طرديا مع طول الحبل والزاوية اللي فيها. Il est important de remarquer donc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une relation entre Lθ et F. Donc, Lθ, c'est CF fois L fois θ'. Non, c'est θ'. Donc, la valeur de F, c'est une valeur expérimentale. Donc, faire des erreurs. Donc, c'est déjà une erreur. À la fin, je divise tout ça par ML pour avoir cette dernière écriture, qui me donne vraiment une équation différentielle qu'on ne peut pas résoudre. On va commencer à essayer de simplifier cette équation différentielle pour avoir une idée sur le problème. Parce qu'on va simplifier les termes qui n'ont pas beaucoup d'influence. La première des choses, on peut remarquer que sinus de θ est égal à θ si θ est proche de 0. Oui ou non? Donc si θ est proche de 0, c'est cet angle θ est proche de 0. Faible amplitude. Il ne faut pas une amplitude. Si θ est proche de 0, on a sinus θ est presque égal à θ. Donc on a cette relation. On a fait une première simplification. Donc on simplifie un terme. Deuxièmement, les forces de frottement sont des forces faibles. Donc l'effet de terme, c'est assez faible. On va le négliger. Pour avoir à la fin une équation différentielle assez simple qu'on peut le résoudre analytiquement. Une équation qui est très simple, que vous avez l'habitude de traiter au lycée. Allez, on va faire le lycée normalement. Comment pouvez-vous traiter cette équation? Si on va résoudre cette équation, la solution est classique, donc elle est claire, c'est A cosinus oméga θ plus bêta sinus oméga θ, sachant que oméga,
oméga au carré, c'est G sur 1, donc oméga, c'est la racine de G sur 1, je n'ai pas fait de faute. Et les constantes A et B sont déterminées par des conditions initiales. A0 est égal à θ0 et bêta est égal à θ'0 sur oméga. Donc, je peux déterminer et résoudre cette équation différentielle. Bien, mais qu'est-ce qu'on remarque? On va essayer de simplifier l'équation différentielle pour pouvoir manipuler le modèle. Regardez, si je prends maintenant cette équation différentielle qui a été simplifiée, on va essayer de dessiner, on va d'étudier le phénomène. La courbe. Si on va négliger la friction, on va voir cette courbe. Donc, ici, dans ce dessin-là, vous avez ici l'axe de temps et vous avez ici un axe qui représente la variation de θ. Qu'est-ce que vous remarquez? θ, la plus grande valeur et la plus petite valeur possible de θ, donc le maximum est toujours le même. Elle ne varie pas. Donc, si on utilise ce modèle-là, la boule ne va jamais s'arrêter. Donc, le pendule là ne s'arrête jamais. Est-ce que ça est réel? Bien sûr que non. Le pendule va s'arrêter. Alors, vous voyez ici, dans le deuxième graphe ici, dans ce graphe-là, vous avez où, dans la situation, on ne va pas négliger la friction. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la valeur maximale de θ variée est en train de diminuer à chaque on appelle ça, voilà, est en train de diminuer. Jusqu'à un moment où elle doit s'approcher de 0 et elle va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que la modélisation a une influence sur les résultats du calcul. Vous allez me poser la question, pourquoi on a simplifié? Simplement parce qu'on ne peut pas résoudre des équations différentielles qui sont très compliquées. C'est pour ça qu'on essaie de simplifier ces relations-là. Bien. Vous êtes d'accord? Jusqu'à maintenant? Quand je suis là. Au moins quelqu'un qui me dit oui ou non. Oui, à peu près, cher. Ouais. On va essayer d'améliorer la qualité du cours. Bien. Maintenant, on passe à un autre problème qui est la représentation des nombres sur ordinateur. Donc, la deuxième source des erreurs, c'est la représentation des nombres dans un ordinateur. Donc, on a dit que la première source, c'est la modélisation. On a compris qu'on ne peut pas manipuler les modèles qui sont très compliqués. C'est pour ça qu'on essaie de simplifier. Donc, la deuxième erreur, bien la source d'erreur, c'est les erreurs de représentation sur ordinateur. Bien. L'année passée, en première année, ou même peut-être au lycée pour les gens qui ont fait génie électrique, vous avez étudié comment on peut représenter un nombre réel, bien un nombre, un entier sur un ordinateur. On utilise la représentation binaire. Bien. Pour le même qu'on avance, c'est quoi un nombre entier? Qui est le entier? Elle peut être positive ou bien négative. On n'a pas de virgule. Donc, عدد صحيحة sans la virgule peut être positif ou bien négatif. Parce que quand vous êtes les entiers ou les naturels, je suppose que les entiers c'est lui-même naturel. Non, entier c'est il est positif ou bien négatif, mais n'a pas de chiffre après la virgule. Je vois Z, c'est l'ensemble Z. Bien. Comment je peux présenter un nombre? Alors ici, on va parler de la représentation des nombres. Alors, on va parler de la représentation des nombres. Alors, si je parle de la représentation des nombres, on commence par le travail qu'on fait en tant qu'être humain. Actuellement, qu'est-ce qu'on utilise? En tant qu'être humain, dans les écritures, on utilise la base 10. Si j'écris par exemple 35, par exemple ça, alors 156,60. C'est quoi cette écriture-là? Elle est à la base 10. Ça signifie que ça, c'est 3 fois 10 puissance 2, plus 5 fois 10 puissance 1, plus 6 fois 10 puissance 0, plus 6 fois 10 puissance moins 1, plus 2 fois 10 puissance moins 2. Donc ça, c'est le 3, multiplié par 10 puissance 2. Ça, c'est le 5. Ça, c'est le premier 6. Ça, c'est le deuxième 6. Et c'est le dernier 9.
Ça, c'est l'écriture 356,62. L'écriture qu'on utilise en tant qu'être humain actuel. Bien. Malheureusement, l'ordinateur ne peut pas comprendre cette écriture-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En l'INSEE, les mathématiciens, ils ont développé une autre façon pour représenter les nombres. Cette façon-là est basée sur l'utilisation de la base 2, ce qu'on appelle la base binaire. Dans la base 2, on utilise uniquement du chiffre. C'est le 1 et le 0 pour représenter les nombres. Bien. Comment je fais ça? Par exemple, je prends le 3. Le 3 à la base 10 s'écrit 11 à la base 2. 2 vient sur 11 là. Alors, on va le diviser par 2. Je trouve 1. Donc, je trouve 1. Le reste, c'est 1. C'est le reste. Non, c'est la valeur. C'est le quotient est inférieur à 2, on s'arrête. On l'écrit de cette façon, avec l'ouest de sens. Donc là, le premier 1, ça va ici. Et ça sera là. Si j'écris 3 à la base 10 égale à 11 à la base 2, à la base 2, je peux écrire ça de cette façon. Je peux dire que ça, c'est 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 1. Alors, c'est le premier 1. Et là, c'est le deuxième. Alors, je pense que cet exemple n'est pas vraiment clair. Nous prenons un autre exemple. Voilà. Un nombre très important. Je prends par exemple le 15. 15, d'abord 19. Je prends 19. 19 à la base 10, s'écrit à la base 2. Donc, 16 plus 3. Alors, si je n'ai pas fait de faute, le 19 s'écrit de cette façon, à la base 2. Donc, 1, 2, 0, 2, 0. 9 à la base 10, c'est 1 fois 10 puissance 1, plus 9 fois 10 puissance 0. Sur la base 2, donc c'est 1 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 1. Alors, vous pouvez voir, 2 puissance 4, c'est 16, donc c'est 16, plus 2, plus 1. 16 plus 2 plus 1, c'est 10. Donc c'est 4. Si je peux comprendre cette écriture-là, indiquée par à 16. Bien. Maintenant, si je suis un étudiant, et même un enseignant, je m'intéresse à proposer une façon facile pour trouver cette écriture-là. Je peux procéder de cette manière. Alors, je divise 19 par 2. Donc, je trouve 9. Le reste, c'est 1. On va diviser le 9 par 2. C'est 4. Le reste, c'est 1. Je divise le 4 par 2. Le reste, c'est 0. Et la valeur, c'est 2. Je divise par 2. Le reste, c'est 0. La valeur, c'est 1. De cette façon-là. Donc, on a le quotient est inférieur à 2. Donc, j'arrête. Qu'est-ce que je fais? On va ordonner ces chiffres-là dans ce sens-là. Le c'est le reste d'un division. Donc, le premier est de 1. Voilà comme le rôle. C'est le premier. On va comme dire les 0 le premier 0, le deuxième 0, on dit le 1, on dit le 1, pour avoir ma représentation qui est ma représentation de 19. Comme ça, je peux présenter le nombre 19 en décimal. En binaire. Un peu le point. Est-ce que vous avez compris ce point-là? Oui. Bien, c'est un point que vous l'avez déjà fait. Maintenant, on s'intéresse. Donc ça, c'est en général, en mathématiques, comment je peux transformer un nombre entier
positif en écriture binaire. Mais que se passe-t-il sur ordinateur? Si on travaille dans un ordinateur, on a la notion d'espace mémoire. Et chaque espace mémoire est réservé pour représenter un certain nombre. Donc, avant de représenter quelque chose dans un ordinateur, je dois poser la question suivante. Quelle est la taille de mon espace mémoire qui a été réservé pour cette présentation? C'est la première question à poser. Bien. Avant de dire quelle est la taille, avec la réponse quelle est la taille, je te pose, qu'est-ce que vous utilisez comme unité? Je n'ai une taille, vous avez l'unité de mesure. Dans un ordinateur, l'unité de base, c'est ce qu'on appelle bit. B-I-T-S. Le bit, c'est la petite unité, ça signifie une seule case mémoire dans laquelle on peut mettre 1 ou bien 0. Supérieur au bit, on a ce qu'on appelle le octet. Octet ou bien byte. Donc octet O-C-T-E-T ou la byte B-Y-T-E. Le octet ou bien le byte, c'est 8 fois ou la 8 bits, donc 8 cases mémoire. 8 cases mémoire, on appelle un nombre octet. Bien, c'est la première des choses. Deuxièmement, ici on va parler uniquement des chiffres positifs. Alors, pour l'être humain, si je travaille sur mon tableau, pour avoir un chiffre négatif, il suffit d'ajouter le symbole moins. Vous êtes naras. Si c'était un nombre négatif, il suffit d'ajouter un moins. Cette opération, je peux le faire dans un numérique parce que on utilise uniquement le chiffre 0 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs possibilités pour pouvoir représenter un nombre. Je commence par parler de la première possibilité, ce qu'on appelle la technique de signe grandeur. Alors, je prends un exemple. Toujours, je garde le 19. Attends, le 19. J'aimerais bien voir. Alors, supposons maintenant c'est une représentation sur un tableau. Une représentation pour l'être humain. Maintenant, si je travaille avec un écran, je dois commencer par poser la question maintenant, l'espace mémoire qui a été utilisé. On suppose qu'on va utiliser un seul octet. Un octet pour dire 8 bits, donc 8 cases à l'intérieur. Première, deuxième, troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et enfin, la huitième case. Parce qu'on avait des nombres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs, je dois garder ma dernière case. La case de pour le signe. Donc, la case pour le signe, plus, et les autres cases pour écrire mon nombre. La case plus ou moins, donc, en informatique, le plus, ça va représenter par un 0. Donc, pour le plus, le 0. Donc, quand il y a le moins, on va 1. Donc, on représente le moins par 1, on représente le plus par un 0. Maintenant, 19, c'est un nombre qui est positif, donc je vais mettre ici un 0. On va voir les autres cases. Moi, je la dernière case et je commence à introduire le nombre. Donc, j'en ai 1, 1, 0, 0, 1, 0. Donc, voici la représentation de 19 dans une machine. Avec la représentation de signe grandeur, on a utilisé un seul octet. Donc, la représentation, je vous laisse. Donc, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 1. Avec la représentation carrée de nombre. On a ajouté ces 3 0. Alors, si je suis sur une machine, c'est 3, 0, 1, un sens. Un double mathématique, 0, un double mathématique sans à la fin. Parce qu'on va enregistrer ça dans une machine. Bien. Si on a un nombre qui est négatif, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que je m'intéresse à moins 19. Moins 19 pour l'être humain, c'est 1, 0, 0, 1. À la base, de la base 10. Comment je peux faire ça avec une machine qui utilise un espace mémoire de 1 octet? Pas la même chose. Donc, on a 8 cases mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, c'est pas. La dernière case, c'est pour le signe. La case de signe. Cette fois, on a le signe terrestre, c'est moi. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici?
Hein? Et je vais écrire votre nombre de passes. Là, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et comme ça, je peux représenter un nombre avec un signe négatif. Ça, c'est la première technique de présentation. Ça. Donc, vous pensez aux mains maintenant.